Nous sommes avec M. Dieudonné Mouchagalusha à présent pour aborder la même thématique. Mais lui, il est de la société civile et pas du parti présidentiel. Il pourra nous dire ce qu'il pense de cette action du gouvernement congolais. Adieu à la MONUSCO, oui. Mais pour quelle alternative? Des questions se posent. Bonsoir et bienvenue, monsieur. Merci beaucoup, Christopher. Ça fait un certain nombre de jours que je n'ai pas, ou un temps que je n'ai pas été sur ce plateau. J'ai raté même la fête où j'étais parmi les invités d'honneur pour Télé 50. J'en profite en premier lieu à la fois présenter mes excuses pour cette absence parce que je n'étais pas à Kinshasa, mais remercier également surtout Jean-Marie Kassamba et toute l'équipe de la confiance que vous m'avez toujours témoigné pour débattre de l'actualité de certains éléments qui font à la une. Merci beaucoup, M. Dieudonné Mouchagalusha, pour cette attention particulière. Tout à l'heure, on vous apostrophé. Exactement. Je vais chercher comment prononcer exactement, ça m'échappe. Par votre prédécesseur sur ce plateau, sur le fait que sur une émission quelconque, vous auriez défendu la cause des homosexuels. Non, je ne pense pas. Je n'ai jamais pris position par rapport, ni dans le sens de pour ou dans le sens contre. Donc, vous savez, je sais que c'est mon frère, c'est un ami, Richard Pinda, c'est un avocat, un homme intelligent. Mais malheureusement, je l'ai toujours dit qu'il y a certains amis, certains frères, certains compatriotes qui sont à l'IDPS et qui ont développé la campagne ou la stratégie d'intoxication et de diabolisation des personnes pour pouvoir se faire le nom et pour pouvoir aussi mettre à mal les personnes qui ont un autre son de cloche que les leurs. Quand vous ne caressez pas dans le sens du poil de l'IDPS, quand vous donnez surtout la vérité, quand vous défendez les valeurs, quand vous êtes en train de travailler pour la promotion des valeurs citoyennes, on vous taxe de ceci ou cela, mais on est habitué. Mais par rapport à cette question, je ne me suis jamais prononcé. J'en profite pour faire un démenti formel et officiel, ni pour ni contre. Les jours où j'aurai l'occasion de me prononcer, et surtout que, Christopher, je ne me suis jamais prononcé comme individu. Nous avons un panel des experts, on se rencontre, on analyse, pour que ça puisse me permettre de mettre même à côté mes sentiments. À un moment donné, vous pouvez avoir des sentiments pour ou contre, mais quand vous êtes dans un atelier, quand vous êtes dans un groupe, dans un panel, vous jetez tout ce qui est sentiment, tout ce qui est émotion à côté, contrairement à ceux qui ont la charge peut-être de faire l'opinion ou de diriger le temps, qui mettent les émotions, les sentiments avant. Nous, on a l'avantage de pouvoir dire la vérité. Et donc, la question des homosexuels, de PD ou des déviations sexuelles, d'ailleurs, c'est ça le terme approprié, puisque j'ai l'avantage aussi d'avoir fait la psychiatrie dans ce sens. D'abord, c'est une déviation. Quand il faut se prononcer, on se prononcera pour ou contre. Ce n'est pas encore le cas. En tout cas, ce n'est pas encore le cas. C'est le panel des experts de la société civile. Tout ce qui est en train de circuler, ce sont des bruits de couloir. Des bruits de couloir. La question de ce soir, par contre, c'est sur la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous, plus d'une fois, avez plaidé la cause de ces populations, aujourd'hui dans des situations extrêmement difficiles, dans des camps des réfugiés depuis 2 ans, d'ailleurs, pour certains. Et là, il y a la première ministre que l'on sent beaucoup déterminée à poser quand même des actions qui pourront décanter tant bien que mal la situation pour revenir petit à petit à la paix. Dieudonné Mouchagalusha, que pensez-vous de son approche? Bon, j'en profite, vraiment, c'est une occasion en or que Télé 50 m'offre parce que lors de la journée internationale des réfugiés, les panels s'étaient concertés quel est le message qu'on devrait donner. Et pour nous, au regard de tout ce que subissent les réfugiés dans la sous-région des Grands Lacs, qui vont de l'avilissement humain, de l'anéantissement de l'être humain, l'homme n'a plus de valeur dans la sous-région des Grands Lacs. Donc, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu et tout ce qu'on est en train de subir, des femmes enceintes, des mamans qui accouchent dans des conditions difficiles, des enfants qui voient leur maman mourir et qui les tirent par-ci par-là. Donc, à un moment donné, il faut être inhumain pour ne pas avoir de la compassion à ces gens-là. Et nous, nous avons dit que la situation perdure. Donc, il y a des millions. Quand vous regardez en RDC, je crois qu'on est autour de 250 000. Au Rwanda, on est autour de 175 000. Donc, dans la sous-région, on peut avoir autant de millions de réfugiés qu'on ne sait pas comment est-ce qu'il faut les encadrer. Et nous, nous avons dit la voie royale pour pouvoir arriver à redonner l'espoir aux réfugiés, à pouvoir les reconsidérer, puisque pour le moment, ils sont anéantis, ils ne sont pas vraiment, ils n'ont juste pas de leur dignité comme nous sommes.
il faut qu'on puisse trouver un mécanisme de pouvoir taire les armes. Pouvoir taire les armes pour qu'il y ait la calmie, pour qu'il y ait la paix. Même si mon frère venait de dire que c'est autre chose, effectivement, mais principalement quand on parle de avoir la vie sauve. Oui, oui, avoir la vie sauve. Donc, nous avons dit qu'il est important, il y a des acteurs majeurs, et j'assume mes propos, et je suis convaincu dans mon plus profond que ça peut être ça la solution. Que le président de la République, leurs excellences avec tous les respects, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les présidents rwandais, on peut les qualifier de tout ce qu'on veut. Je l'ai toujours dit, mais il faut être réaliste, il faut voir en face. Il y a des morts. Pour le moment, il est là, il est chef de l'État rwandais. Il est vrai que moi-même, je ne suis pas d'accord avec lui, ce qu'il fait dans la sous-région. Mais il est important qu'on puisse effectivement, comme l'a d'ailleurs fait le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'exposer à la face du monde qui veut la guerre parmi les deux. Et donc, il est important qu'ils puissent se rencontrer. Parce que il y a 20 ans même, j'étais dans une formation et j'avais retenu cette phrase et je l'avais fait publier même dans des panneaux éducatifs, comme on les appelle, au sud Kivu et au nord Kivu, où on dit que la guerre était un massacre des jeunes qui ne se connaissent pas au profit des adultes qui se connaissent et qui ne se massacrent pas. Je ne sais pas si je peux répéter. Oui, allez-y. Et donc, les jeunes, il y a la guerre, mais à un moment donné, les chefs d'État là, nous avons vu Kagame ici à Kinshasa à un moment donné, applaudi par l'UDPS. Nous avons suivi un langage diplomatique. Et là, il faut apprécier le président de la République. Justement, c'est ce que je voulais vous poser comme question. Il a fait ça, mais ça n'a pas marché. Est-ce que vous ne comprenez pas maintenant aujourd'hui la décision de Félix Tshisekedi de ne plus négocier? Non, les contextes étaient différents. Vous savez, quand vous... Ou encore de négocier avec des sous-traitants. Hein, nous qui sommes dans la société civile, nous avons l'avantage d'avoir été formatés en termes de projets, en termes d'objectifs, en termes de résultats. Et donc, il faut d'abord étudier les contextes. Les contextes actuels, c'est lesquels? Quand vous prenez le contexte actuel et le contexte passé, ce n'est plus la même chose. Et quand vous essayez d'analyser la réalité qui est en face, on va où? Nous sommes dans une situation où la RDC continue à ne pas récupérer l'intégrité territoriale, à ne pas contrôler l'intégrité territoriale. Nous sommes dans une phase, mon frère, où il y a des Congolais qui continuent à mourir. Et moi, je pense que s'il y a une voie qui peut permettre de préserver qu'il y ait un seul enfant qui ne va plus mourir, s'il y a une possibilité de préserver qu'il n'y ait plus une goutte de sang qui va être versée sur les sols congolais et encore sur notre propre territoire, il faut privilégier cette voie. Évidemment, la puissance, nous venons de le dire, l'armée, il faut l'encourager, il faut la féliciter dans sa mission de pouvoir préserver l'unité nationale. Et là, il faut saluer, on venait de le dire, je crois beaucoup déjà oublient ça, le passage du ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, à la Défense, qui a légué à la République des documents, des instruments importants, la loi sur la programmation militaire, qui peut permettre à ce que l'armée puisse avoir $1 milliard. Un autre document, c'était sur les politiques de la défense nationale. Les deux instruments-là, si on les met en exergue, si on les met en application, il est possible de pouvoir avoir une armée, effectivement, qui va répondre à ce que nous voulons, gagner la guerre, stabiliser le pays, préserver l'intégrité territoriale. Mais c'est resté théorique jusque-là. Effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Le contexte actuel, nous sommes là, Rubaya, Bunagana et tous les restes là, et vous savez quoi? Beaucoup de gens n'imaginent pas. On perd des millions de dollars avec ce qu'on est en train d'exploiter comme coltan et tout le reste. Qu'est-ce que ça nous coûterait si on peut faire des négociations, si on peut faire des dialogues, si on peut privilégier la voie politique, la voie diplomatique? Et d'ailleurs, je crois que c'est pour cette raison que les chefs de l'État font beaucoup de voyages, pour qu'on puisse arriver quand même à gagner ce qu'on ne peut pas gagner par voie militaire, par voie diplomatique et par voie politique. Et moi, je soutiens cette option. Non seulement parce que je veux que la paix puisse revenir le plus tôt, mais comme acteur de la société civile, Christopher. Vous n'allez pas dire à un acteur de la société civile de se dédire pour soutenir les bellicistes ou le bellicisme. Nous sommes des pacifistes et nous devons être nous-mêmes. Et là, je suis constant, j'assume mes propos, j'assume cette position, je la conseille, j'y travaille et je vais donner corps à ça. S'il faut voir des chefs d'État, s'il faut voir des mécanismes régionaux, s'il faut voir des organisations régionales, s'il faut voir ce que nous avons comme organisation internationale également, on le fera pour le persuader que ça doit cesser à un moment donné. Et malheureusement, comme c'est Dieudonné Mouchagaloussa qui le dit,
un citoyen simple de la société civile, l'IDPS a organisé des meetings et des manifestations pour me caricaturer, pour dire non, moi j'ai demandé à Félix Tshisekedi de rencontrer Kagame, par contre je suis un homme à abattre. Si c'est pour la paix, si ça va donner, ça va préserver qu'il n'y ait plus une seule goutte de sang, qu'est-ce que moi je représente par rapport à des millions ou à des milliers de personnes qui ont déjà péri dans cette guerre? Mais la vérité restera celle-là. Et Lumumba l'avait dit qu'il y a un jour où l'histoire sera écrite. Et on saura qu'il y a quand même un Congolais, un acteur de la société civile qui a proposé une voie royale. Et d'ailleurs, le président angolais, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de Luanda, non? National de suivi. Oui, de Luanda, oui, oui. De Luanda. Nairobi, puis Luanda. Voilà, Nairobi, puis Luanda. Si le chef de l'État, Lorenzo le dit, et soutient, il fait la médiation. Pourquoi moi on va me caricaturer? Pourquoi on va croire que moi je suis pro-rwandais? Pourquoi on va croire que moi je soutiens Kagame? Pourquoi on va me traiter de tous les mots? Parce que les chemins raccourcissants, s'il faut dire ainsi, les raccordements frauduleux que les gens de l'IDPS commencent à faire, c'est de vous taxer d'être pro-rwandais, d'être pro-Kagame, alors que la vérité est connue. La vérité est connue en langage diplomatique. Il y a ceux qui appellent Kagame frère, mais on ne dit rien d'eux. La vérité est connue. Il y a ceux qui ont donné des contrats à Kagame. La vérité est connue. Rwanda était ici. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête et savoir que la RDC, c'est un pays qui nous appartient tous. Et donc, tant qu'on pense qu'il faut dire quelque chose qui peut contribuer, qui apporte la paix, nous allons le dire sans embâche, avec conviction. Et voilà donc la position de la société civile d'une manière globale. Évidemment, s'il peut y avoir des réfracteurs, s'il peut y avoir 2 ou 3 personnes pour des raisons de sentiments, d'émotion, d'appartenance à telle obédience politique, obédience culturelle, obédience sociale, obédience religieuse ou toute autre appartenance, tant mieux, mais d'une manière globale, il n'y a aucun acteur de la société civile, aucun pacifiste, aucun artisan de la paix qui ne peut pas prôner le dialogue, qui ne peut pas souhaiter que les gens se rencontrent pour dire bon, Tozo Munda, vous voulez qu'on fasse quoi? 1, 2, 3, 4. Et je crois que la position, le contexte actuel, l'environnement que nous traversons aujourd'hui, même la mission des Nations Unies, comme vous venez de le dire, peut-être j'aurai aussi l'occasion de placer un mot sur ça. Bien sûr. Donc, il est important qu'on puisse y arriver. Et j'en profite pour le dire haut et fort que nous avions pris le courage d'écrire au président de la République en termes d'un dialogue en spirale. C'est-à-dire il faut d'abord une cohésion interne, et ça nous avons pensé qu'il est important qu'on puisse réunir toutes les forces sociales, politiques et sociales pour avoir cette unité du pays, et qu'on puisse avoir ce deuxième palier. On va faire un dialogue, des négociations, des rencontres au niveau régional, et que finalement on arrive au sommet au niveau international, et à ce moment on puisse pacifier les pays pour que la RDC puisse être stable. Nous avons vécu quand même à un moment donné des tas de stabilité, nous avons vécu quand même des moments où on pouvait se promener sur toute l'étendue du territoire national, et c'était bien, et nous voulons encore revivre ces temps-là, et il n'est pas impossible s'il y a la volonté. Et donc, j'en profite pour demander à mes compatriotes de l'IDPS, parce que je les aime beaucoup, je sais qu'ils m'aiment, ils m'ont déjà caricaturé, ils ont déjà intériorisé mon nom, ma figure, je voulais leur dire que je vous aime, nous travaillons pour l'intérêt du pays. Et quand nous travaillons pour l'intérêt du pays, je suis un homme qui prône la paix, je suis un défenseur des droits humains. De la même manière, je suis en train de défendre, je suis en train de prôner la paix, je suis en train de défendre la stabilité. Je veux que les retours de la paix puissent revenir à l'Est. De la même manière, s'il y a un militant de l'IDPS, d'ailleurs je l'ai déjà fait sur ce plateau, de l'opposition, de la majorité qui est en difficulté, je prendrai le cheval, je montrerai pour dire nous dénonçons ceci, cela, parce que au finish, nous tous, nous avons été créés à l'image de Dieu, et la Déclaration universelle des droits de l'homme, et d'ailleurs même la Constitution de notre pays dans son préambule et dans l'introduction, mettent l'homme d'abord au centre de tout, l'homme créé à l'image de Dieu, la dignité humaine, il faut lutter contre l'avieillissement, il faut lutter contre l'anéantissement, il faut promouvoir les valeurs humaines, il faut promouvoir les droits de l'homme et tout ce qui incarne l'évolution de l'homme. Votre point de vue par rapport à l'action du gouvernement? On dit au revoir à la MONUSCO, mais pour quelle alternative? Voilà, cette question d'ailleurs, il y a un atelier qui est en train de se clôturer. Je crois qu'ils ont déjà clôturé ça au CEPAS. Il y a 3 éléments qu'il faut. Le premier élément, c'est d'abord l'élément de départ, l'élément général. Dans tous les pays du monde,
globalement, quand il y a une mission des Nations Unies qui est déployée, c'est sûr et certain qu'elle partira un jour. Donc, on est conscient, on est convaincu. C'est qu'elle ne devrait pas rester éternellement. Elle ne devrait pas rester éternellement. Donc, si on est d'accord sur ce point, en termes de compréhension globale, sur ce point général, le reste va suivre. Et donc, la MONUSCO devra partir et elle partira. Elle est en train de partir. Et elle est en train de partir. Et la société civile, comme l'ensemble, puisqu'il ne faut pas oublier que ce soit un acteur de la société civile, un politique, nous sommes tous dans la population et nous sommes des Congolais. Et donc, nous ne pouvons pas soutenir que la MONUSCO reste sur notre territoire pour de bon. Et donc, le deuxième élément, nous sommes aussi d'accord que la mission des Nations Unies puisse partir. Mais maintenant, comment? Et donc, pour nous, dans la réflexion, nous avons proposition qu'il y ait une période transitoire. Et cette période transitoire va permettre à ce qu'on puisse avoir un certain nombre de piliers, un certain nombre de schémas et des acteurs qui peuvent permettre à ce que le départ de la MONUSCO ne puisse pas créer des problèmes et au niveau de la population et au niveau du travail qui est en train d'être fait par eux, mais également au niveau de la paix. Mais est-ce que cette période transitoire n'a pas déjà débuté depuis Joseph Kabila, d'ailleurs, qui demandait aussi le départ de la MONUSCO? Souvenez-vous très bien, lors de ses derniers discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, il parlait déjà du départ de la MONUSCO, qui avait fait ce qu'elle avait pu faire, cette mission. On doit être honnête, sans grand résultat. C'est la population d'abord qui a été la plus violente envers cette mission. Effectivement, par rapport à la proposition de Joseph Kabila à l'époque, il faut saluer celle-là parce que au moins il avait compris que l'objectif, c'est là où je voulais dire que nous de la société civile, on est formaté en termes de contexte, résultats, objectifs, difficultés, contours, solutions et tout ça. Et donc, qu'est-ce qui avait fait venir la mission des Nations Unies en RDC? C'est là où il faut rentrer de savoir c'était quoi. Et donc, les pays étaient balkanisés, les pays étaient divisés. Donc, à un moment donné, une partie des objectifs de la mission des Nations Unies était atteinte parce qu'on a réunifié les pays, effectivement, grâce à la MONUSCO. Monique à l'époque, hein? Monique, il faut dire que la Monique a joué un rôle capital, mais effectivement, c'était le gouvernement sous le leadership du président honoraire Joseph Kabila qui avait travaillé pour que les pays puissent être réunifiés. Et à ce moment-là, lui, comme président de la République, il avait toutes les informations plus que nous. Donc, il avait compris que les objectifs étaient atteints et que la MONUSCO pouvait partir. L'acteur chef de l'État aussi, il a plus d'informations, il est au sommet, il voit tout ce qui est en bas, donc il est convaincu aussi que la MONUSCO doit partir. Et donc, elle est en train de partir. Ces chemins transitoires ou ces transitions doivent se faire comment? Il faut d'abord que le système des Nations Unies, que nous avons comme les PAM, et vous savez, le gouverneur du Sud Kivu, qui est mon gouverneur, puisque je suis du Sud Kivu, il venait d'arriver au Sud Kivu par l'avion de la MONUSCO. Et donc, vous voyez qu'il y a des éléments sur lesquels il faut encore pouvoir agir pour que ces transitions puissent effectivement... Mais est-ce que c'est cela pour la raison pour laquelle on a appelé la MONUSCO? Est-ce qu'on les a appelés en mission de compagnie aérienne ou pour déploiement des kits électoraux? Parce que les gens disent ça souvent. Hein? Non, voilà, ils ont aidé pour les élections. Mais est-ce que c'est pour cela qu'on les avait appelés au départ? Il faut être... Je venais de... Quand on est en train de tuer des gens à quelques mètres de leur camp, des bases par exemple, ça ne vous énerve pas? Non, ça nous énerve au plus haut point. Nous sommes d'accord et ça c'est un acquis, je suis en train de le dire, la population, les téléspectateurs me suivent, nous sommes d'accord pour le départ de la MONUSCO. Mais la réalité en face, c'est comment? Tout ce que la MONUSCO est en train de faire, il faut qu'on réfléchisse sur un mécanisme transitoire qui va permettre à ce qu'elle était en train de faire ne puisse pas tomber d'un coup et créer des difficultés ou des problèmes au sein de la population ou même un dysfonctionnement. Et pour cette raison-là, nous avons fait des propositions. Il y a par exemple le PDDRCC qui peut prendre les relais de certaines missions de la MONUSCO. Il y a par exemple le mécanisme national de suivi. Ce sont des institutions qui peuvent servir de relais. Et il faut saluer quand même le PDDRCC actuellement, l'équipe actuelle qui est pilotée par le professeur l'abbé Jean Bosco Bahala, qui inspire, qui donne quand même un nouveau tonus et qui donne de l'espoir en termes de démobilisation. On dit aussi, bon, il y a aussi à boire, à manger là-bas, un budget énorme pour cette opération-là, mais ces jeunes-là ne se retrouvent pas et pour la plupart reprennent les chemins. Effectivement, je crois que si on arrive à faire une commission ou une institution tripartite où on a les gouvernements, on a les PDDRCS, on a les mécanismes nationaux de suivi, on a la société civile
il est possible qu'on puisse faire un accompagnement de comment est-ce que ça puisse atterrir sans beaucoup de... Parce que moi, oui, j'étais pas plus tard qu'hier avec quelques organisations des jeunes du Nord Kivu notamment qui disent que voilà, ce programme-là, par exemple, c'était une bonne idée. Apparemment, on a eu les moyens, mais les jeunes en question ne reçoivent rien. Non, il reste à savoir, est-ce que le programme, le PDDRCS, je n'ai pas assez d'informations, est-ce qu'il est associé dans ce qu'on est en train de faire pour le départ de la MONUSCO? Alors que le PDDRCS, c'est un pilier sur lequel devra être construit ou autour duquel toutes les activités qui étaient menées par la MONUSCO en termes de démobilisation, en termes de réinsertion, en termes de tout ce qu'il y a, devrait être un élément, un piston central. Est-ce que le PDDRCS est associé? Si on l'associe, ça peut permettre de résorber, ça peut permettre de résoudre ces inquiétudes et donner effectivement des réponses adéquates aux questions de ces jeunes du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Donc on retiendra de vous que vous êtes assez tempéré, vous êtes pour le départ de la MONUSCO, oui, mais pas n'importe comment. Oui, il faut une transition et il faut un mécanisme qui va permettre à ce qu'on puisse atterrir, notamment une commission où je ne sais pas comment on va trouver la possibilité, où on peut avoir les gouvernements, les PDDRCS, le mécanisme national de suivi, la société civile, représentée effectivement par l'ensemble, ce n'est pas le panel seulement ou d'autres, mais qui prend en compte les préoccupations des organisations, comme vous venez de dire, les questionnements des jeunes. Et je crois qu'il est possible que la MONUSCO puisse partir en définitif et que l'armée qui va monter en puissance puisse finalement recouvrer l'intégrité territoriale. Mais merci. L'inquiétude est que, connaissant ou sachant comment est-ce que la guerre se vit au Nord Kivu, est-ce que le départ de la MONUSCO ne risquera pas de faire tomber la ville de Goma? Je ne sais pas. C'est une question que je me pose, je réfléchis à haute voix. On ne le souhaite pas et on espère que le gouvernement est préparé à toute éventualité de ce genre, que la population va rester en paix, parce que c'est rare aussi, hein. On n'a pas encore eu une nouvelle comme quoi des rebelles voulaient attaquer tel endroit, la MONUSCO est venue en super-héros. J'ai pas encore vu ça. Généralement, c'est rare. Hein. Oui, mais c'est parfois ça, ils viennent après, comme les sapeurs-pompiers. Parfois ils sont carrément pas là. Mais bon, on verra comment ça va se passer. C'est le passif de la MONUSCO et nous-mêmes nous le dénoncions déjà depuis longtemps. Donc, mais il vous dit non, on n'est pas là pour avoir un soldat onisier derrière chaque citoyen congolais ou... Bon, c'est le passif de la MONUSCO et nous l'avons toujours regretté. Et ce qui a énervé la population pour demander son départ parce qu'elle n'a pas répondu effectivement à ce à quoi la population s'attendait. Elle est restée dans ce chapitre des orientations données depuis les Nations Unies à partir de Genève. Merci beaucoup, M. Dieudonné Mouchagalocha de la société civile. On a retenu votre position. Bien avant vous, on était avec un cadre de l'UDPS qui lui était formel, qu'il était effectivement temps que l'on cesse avec cette mission qui n'a pas produit suffisamment de fruits. Merci à vous de nous avoir suivis. Le journal dans quelques petites minutes d'Arlette Boutella. Restez fidèles au programme de votre chaîne. Télé 50, vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.